Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 57 du podcast Les Petits Plus Zen et aujourd'hui j'ai envie de vous raconter l'expérience qu'on a faite avec mes classes successives de 2013 à 2020 autour de l'atelier philosophie. Donc au début c'était un goûter philosophie et ensuite c'était des ateliers philosophie avec les moyennes sections et avec les grandes sections. Cette idée, elle est née au moment où on a eu des APC à organiser, donc des activités pédagogiques complémentaires. Donc certains collègues ont choisi de faire de la cuisine, du jardinage, des ateliers mathématiques autour des jeux. Et moi j'ai choisi, donc c'était en 2013, de mener des goûters philosophiques avec ma classe de grande section à l'époque, donc des enfants qui avaient entre 4, 5, parfois 6 ans, autour des questions de société, autour des questions de ce qu'ils vivaient à la maison ou en classe, et de se poser en petits groupes. Donc on était 6, 7 ou 8, ça dépendait des fois, c'était sur autorisation des parents, et on se rejoignait après l'école pour faire un goûter philosophique. Donc je vais vous expliquer comment je l'organisais, quels thèmes ont été abordés pendant ces ateliers philosophiques. Ça paraît assez incroyable de faire ça en maternelle. Maintenant, c'est beaucoup plus répandu. Il y a beaucoup d'écoles qui mettent ça en place depuis. Je vous dis de temps en temps que ce que j'ai expérimenté vraiment dans mon école REP+, ça a été des révélations pour moi et ça fait partie de mes révélations, l'atelier philosophique, parce que les retours des élèves à la fin du cycle, les retours des élèves en fin de parcours d'atelier philo, m'ont laissé penser que vraiment leur donner cet esprit critique, leur donner cette capacité d'écoute de la vie de l'autre et cette capacité de voir ce qu'ils pensaient eux-mêmes du monde extérieur était une qualité vraiment qui n'était pas dans les programmes immédiats, mais qui pouvait être installée avec une grande valeur ajoutée. Donc j'ai envie de vous faire partager ça parce que vous allez très vite voir à quel point ça rejoint cette conscientisation à la fois des besoins et des émotions et du monde extérieur en tant que déclencheur factuel neutre. Donc si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière sur l'écoute empathique, vous allez très vite comprendre le pont avec un atelier philosophie en maternelle. Au début, la séance, elle se passait très simplement. On prenait notre goûter, on avait fini la journée d'école et puis on se mettait sur une table spéciale, donc une table ronde ou ovale où chacun avait sa place. Je mettais une petite bougie au milieu de la table en disant on va faire une petite minute de détente, une petite minute où on va vraiment souffler, passer à une autre activité, comme si on mettait une séparation entre la journée d'école et cet atelier. Donc c'était une petite transition symbolique, une petite transition où on se permettait d'inspirer et d'expirer pour se reconnecter un petit peu à qui on était à ce moment-là, dans le moment présent. Un moment où on redescendait de la journée, il n'y avait plus les bruits de la récréation, il n'y avait plus les bruits des ateliers, des couloirs, de la cantine. Donc un moment de transition vers quelque chose de plus calme. Et puis j'installais au milieu de la table le support de l'atelier philosophique. Au-delà de la bougie, il y avait une grande feuille en format A1. Donc les collègues de maternelle savent que le A1, c'est vraiment une très grande feuille, ça fait quasiment une table individuelle. Et au milieu de cette grande feuille, il y avait une sorte de mind mapping. Donc c'est une sorte de grosse bulle centrale avec le nom du thème du jour. Et puis des petites pattes d'araignée tout autour de cette bulle qui rejoignaient des questions autour du thème. Donc suivant le thème, il y avait entre 6 et 8 bras à ma pieuvre de mind mapping et puis on allait aborder
les questions, alors au début de manière plus ou moins dirigée, et puis avec le temps, avec les années, des fois les enfants partaient directement sur le thème, et c'est moi qui voyais sur quel bras de la pieuvre on était parti, et je notais une partie de leurs idées. Donc je suis le bras de cet atelier philosophique, l'animatrice de l'atelier. Donc je suis là principalement pour distribuer la parole des enfants. Vous allez voir dans les objectifs d'un atelier philosophique que le comportement en langue orale et l'acquisition des codes de communication est une partie de ces objectifs-là, mais il y a beaucoup d'objectifs différents dans un atelier philosophie. On reprend déjà tous les principes de base de l'écoute que vous avez entendu dans l'épisode 56, donc à la fois l'écoute de soi, ce que ça évoque chez moi, la phrase de l'autre, et puis aussi l'écoute de l'autre, comment est-ce qu'il peut penser ça, par quel besoin ou quelle émotion je peux comprendre que ça lui vienne comme ça à ce moment de sa vie. C'est quand même des petits bouts de 4, 5, 6 ans, donc cette évolution va se faire au fil des années, mais à l'instant T, ils avaient cet avis-là sur ce thème-là. Donc on rappelait très régulièrement qu'on n'a pas besoin d'être d'accord avec le copain, on n'a pas besoin non plus d'avoir un avis définitif, on peut changer d'avis. Ça veut dire que l'avis, peut-être qu'en CP, il aura changé, peut-être qu'en CP, on continuera à penser ce qu'on pense, ou alors, avec l'expérience, avec la vie, avec les années, on va pouvoir faire évoluer notre opinion, on va pouvoir faire évoluer notre avis. Alors déjà, le mot opinion et le mot avis, pour certains enfants, ça ne se raccordait pas à une base de données qui était dans leur expérience de vie, qui était dans leur connaissance d'eux-mêmes. Parce que le mot opinion, le mot avis, pour un adulte, ça paraît quand même assez clair, assez explicite, mais pour un petit bout, quel est ton avis, quelle est ton opinion, c'est déjà une phrase qu'on va expliciter au début de l'atelier, au premier atelier philosophique. On va expliquer que dans notre tête, il y a beaucoup de pensées. Ce sont des petits mots qui se promènent et on peut les dire ou on peut les garder pour soi. On peut parfois les expliquer longtemps ou les dire en une seule phrase. Donc on va faire une sorte de métacognition avec les petits de ce qui se passe au niveau du cerveau, de ce qui se passe au niveau de la réflexion, pour leur dire tout ce qui se passe là-haut dans ta tête. Il y a vraiment des choses qui sont rangées, il y a peut-être des choses qui sont enfouies, il y a des choses qui sont nouvelles, il y a des choses qui sont anciennes. On va, pendant l'atelier philo, aller chercher un petit peu dans les tiroirs ce qu'on pense de ce sujet-là, ce qu'on pense de ce mot-là, et peut-être qu'on ne sait pas encore ce qu'on pense. On a tout à fait le droit de ne pas savoir encore ce qu'on pense de l'amitié, ce qu'on pense de l'argent, ce qu'on pense du travail. Je vais vous redire un petit peu après les thèmes qu'on a abordés en atelier philosophique, mais ça vous donne déjà quelques pistes. Cette notion de réfléchir, cette notion d'exprimer, ce sont des compétences différentes en maternelle. Réfléchir, ça va être intérieur, on n'a pas accès au mode de réflexion de chaque enfant, de chaque élève. Par contre, c'est en exprimant ce qu'il a pensé, ce qu'il a réfléchi, qu'on va se rendre compte à quel point il est au clair sur ce fonctionnement intérieur, ce fonctionnement intellectuel, ce fonctionnement mental, qu'il a peut-être du mal à expliquer d'ailleurs. Parfois les enfants expliquent et ils ne savent pas que ça vient d'une pensée. Ils pensent que c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc on va leur proposer de s'intéresser à leur mode de fonctionnement intérieur, à leur mode de fonctionnement intellectuel. Donc il y a des enfants en moyenne section qui comprenaient très bien toutes ces notions-là, parce que j'aime beaucoup expliciter et verbaliser. Si vous avez écouté le podcast depuis le début, je crois que c'est dans l'épisode 11 où je parle vraiment de ma façon de verbaliser les actions en classe au maximum pour que chaque élève puisse comprendre le sens de ce qu'on fait, à quel registre, à quel domaine d'activité ça sert, quelle est l'intention pédagogique derrière, didactique. Donc l'atelier philosophie n'a pas manqué au programme et les moyennes sections, certains se sont emparés très vite de cette opportunité de s'exprimer, de prendre la parole, d'écouter des avis assez fantaisistes parfois, parce que c'est un atelier où on rigole beaucoup, parce qu'il y a certains enfants qui utilisent la parole justement comme outil d'attirer l'attention, c'est une des fonctions de la parole aussi. Donc il y avait des réponses parfois fantaisistes, il y avait des réponses parfois inopinées, franchement. J'ai une collègue qui était à l'UFM qui était venue filmer une séance d'ailleurs une fois,
et qui m'a dit c'est incroyable tout ce que j'ai entendu. Il y avait des réponses sérieuses, il y avait des réponses très personnelles, il y avait des réponses intimes, il y avait des réponses complètement fantaisistes. Et c'est la joie de travailler en atelier philosophie avec des maternelles, c'est qu'ils sont tellement en connexion avec le moment présent qu'ils ne se rendent pas compte de la portée pour nous, adultes, de ce qu'ils disent. Ils sont dans l'instant, c'est magnifique, ils sont dans le partage, ils sont dans la connexion. Et c'était une grande chance de vivre ça pendant des années. Et je recommande à tous les collègues qui écoutent cet épisode d'essayer dans leur classe de mettre en place un atelier philosophique parce que c'est vraiment une manière de voir nos élèves autrement. Et eux aussi, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça à la fin du cycle, qui m'ont dit mais on ne pensait pas que tu étais comme ça en fait maîtresse. On a aussi appris des choses sur toi. Quand tu parlais dans l'atelier philosophique, t'étais pas pareil qu'en classe. Et c'est vrai que dans l'atelier philosophique, on a une présence un peu plus horizontale, hein. On est moins dirigeante que l'enseignante en classe, puisque le but c'est de diffuser dans tout le cercle des élèves présents, dans tout le groupe qui est là, donc parfois on était 8 en tout, de distribuer équitablement la parole et que chacun puisse entendre l'avis de l'autre, l'opinion de l'autre, sans juger, sans conseiller, sans nier, sans dire qu'une idée est meilleure qu'une autre. Donc c'est une posture différente quand on est dans l'atelier philosophique en tant qu'adulte, d'une posture de classe. C'est pour ça que la transition est importante pour moi, ce petit moment de goûter, ce petit moment de respiration avec la bougie, parce qu'on passe d'une posture d'enseignant à une posture d'atelier philosophique. Donc voilà pour les conditions un petit peu logistiques. Les bénéfices à faire à l'atelier philosophie, donc je vous ai dit un petit peu, c'est vraiment apporter à l'élève l'idée qu'on peut penser complètement différemment l'un de l'autre, donc les aider à se décentrer en quelque sorte de leur position naturelle, de moi je connais que ma vie, moi je connais que ce qu'on m'a dit, et quand je rencontre l'autre, il y a une question d'altérité dans l'atelier philosophie. L'autre n'a pas la même vie que moi, l'autre n'a pas les mêmes parents que moi, les mêmes frères et sœurs que moi, les mêmes animaux, les mêmes vacances, les mêmes activités le week-end. Et là, je vais me décentrer en écoutant l'expérience de l'autre élève, même si je croyais le connaître. Dans l'atelier philosophie, des fois, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur la connaissance de mon ami, de mon camarade de classe. Et parfois, il y a des élèves qui ne se parlaient jamais en classe entière, et qui se retrouvaient en atelier philosophie sur la même opinion. Tous les deux, à ce moment-là, avaient la même opinion sur ce thème, et quelque part, ça créait des liens différents, parce qu'ils se rejoignaient sur le pont de la compréhension intellectuelle. Donc on a vu parfois des belles émotions se diffuser en disant « Ah mais toi aussi tu penses ça ? Ah mais c'est drôle !» Et donc pas forcément sur le long terme, c'était pas forcément une amitié qui se déclarait d'un coup, mais se décentrer de ce qu'on croit être la seule vérité, la seule réalité, ça me paraît très intéressant et je vous en reparlerai à la fin, notamment sur la différence entre l'atelier philosophique chez les moyens et l'atelier philosophique chez les grands. J'en reparle tout à l'heure. Donc au niveau des bénéfices, il y a s'ouvrir au monde, il y a s'ouvrir aux avis des autres, il y a aussi toutes les compétences autour de langage, du choix des mots, du choix du lexique pour exprimer qu'on a compris cette notion-là, pour exprimer qu'on a une certaine compréhension de l'extérieur de nous, parce que dans le choix de nos mots, et vous le voyez bien dans le podcast, dans le choix de nos mots, ça induit une idée qu'on a compris ou pas ce dont on est en train de parler. Il y a des enfants, des fois, qui balançaient une phrase qui, clairement, était stockée dans leur cerveau, mais dont ils ne s'étaient pas approprié le contenu. Ils l'avaient tellement entendue, cette phrase, que ça avait l'air de se relier au thème de l'atelier, donc ils nous balançaient ça sur la table, mais concrètement, c'est une phrase auquel ils n'avaient pas réfléchi, c'est une phrase qui ne venait pas d'eux. C'est une phrase qui était venue de leur culture, de leur famille, de leurs parents. Et là, ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe, parce qu'ils avaient besoin d'en parler, justement parce que c'était sur ce thème-là, mais ce n'étaient pas des mots à eux. C'était des mots rapportés, c'était des mots on leur avait transmis ces mots-là, sans leur expliquer le sens. Donc ça faisait parfois des situations cocasses aussi. Je mettrai en illustration de cet épisode plusieurs feuilles de résultats sur Instagram
avec tous les ateliers philosophiques qu'on a fait en classe. Donc vous aurez une petite découverte de certaines phrases qui sont intéressantes. J'essayerai de faire un post là-dessus sur Instagram si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me rajouter. Et puis, sur un atelier philosophique, évidemment, il y a toutes les règles de communication orale, de communication sociale qui vont être travaillées. Ça veut dire écouter l'autre, ça nous demande un contrôle inhibiteur. C'est une des fonctions exécutives que je vous présentais en épisode 46. C'est parfois difficile d'attendre que l'autre ait fini de parler, mais ça me paraît quand même essentiel de faire travailler ça aux enfants de 4, 5, 6 ans, parce que ça détermine aussi leur concentration et leur attention sur les autres fonctions exécutives, notamment la mémoire de travail et notamment le fait d'aller au bout de sa tâche, donc la flexibilité cognitive aussi. Donc ça, c'était tout dans l'épisode 46, si vous voulez aller voir ce point précisément. Et attendre son tour, rebondir sur la vie des autres, ça demande une vraie connaissance de nos propres réactions, parce que on va réagir à ce que le copain a dit, et quand on doit patienter avant de donner son avis aussi, pendant le temps d'attente, pendant le temps de patience, des fois on perd le fil de notre idée, on est dans une grande émotion parce que ça nous a fait réagir, et au moment où le tour de parole arrive à nous, on ne sait plus dans quel ordre intervenir, on ne sait plus dans quel sens on va mettre les mots, parce que pendant le temps d'attente, ça a tourné en rond. Vous avez peut-être vécu ça en réunion professionnelle ou en réunion associative. Quand c'est à notre tour de donner notre argument, il a déjà évolué depuis qu'on voulait lever la main ou depuis que l'autre était intervenu sur le même dossier. Donc les enfants ont été confrontés assez tôt à cet atelier philosophie au fait que notre pensée allait très vite finalement et qu'au début de l'atelier on pensait ça et puis avec les avis de tout le monde notre pensée a évolué, peut-être qu'on a même changé d'avis pendant l'atelier philosophique, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Au début de la séance, le petit garçon était persuadé de penser que c'était comme ça et à la fin de l'atelier, il dit non en fait, non je suis plus d'accord. Et c'est super intéressant parce que ça leur donne un côté vulnérabilité, un côté esprit de croissance aussi, parce qu'on peut changer à tout moment d'avis dans notre vie. Et que ce soit des enfants qui se rendent compte de ça, ça leur permet une flexibilité pour l'avenir, pour la scolarité, pour l'orientation, même pour le milieu professionnel ou amoureux ou amical ou même associatif. On peut à chaque instant changer d'avis, changer d'idée et entendre des avis qui complètent, qui renforcent ou qui infirment parfois les opinions qu'on avait initialement. Je ne faisais pas une conférence et une théorie comme ça aux enfants de maternelle. Là, c'est l'occasion pour moi de vous expliquer un peu mes intentions et comment j'ai vécu ces 11 ans presque de travail autour des ateliers philosophiques. Mais en vrai, l'idée vraiment principale, c'était que ces enfants ne savaient pas encore ce qui les attendait, mais ils trouvaient ça réjouissant parce que c'était une activité nouvelle. Et il y a des enfants qui disaient « Moi, j'aime bien parce qu'on n'est pas beaucoup et qu'on peut enfin parler ». Et c'était tout simple en fait d'entendre ce retour-là d'enfants. Quand ils sont en grand groupe, quand il y a toujours du bruit dans la classe, les effectifs sont très nombreux, il y a peu de moments où on a des élèves en petits groupes. Ça peut arriver des fois en atelier bibliothèque ou en atelier de langage, mais la plupart du temps, on est rarement avec 7, 8 élèves à la fois. On a plutôt un grand groupe. Et là, ils aimaient la qualité de cet échange où on n'est pas constamment interrompu. On n'est pas constamment pressé par la pendule, l'heure de sport, l'heure de récré, l'heure de gymnase, l'heure de danse. Et on avait le temps de dérouler dans cet atelier notre pensée, d'affiner, de vraiment prendre du temps de qualité. Donc bien entendu, je vais vous dire que c'était un téquil, l'atelier philosophie, à la fois pour eux et à la fois pour moi, parce que je voyais la portée de cette transmission. Je nourrissais vraiment mes besoins de transmettre, d'authenticité, d'expression aussi, de sens. Je mettais beaucoup de sens à cet atelier parce que je voyais la portée sur le long terme d'offrir un esprit critique à ces enfants qui sont tout jeunes et qui sont pourtant happés par des « il faut, tu dois, c'est comme ça, c'est pas autrement », à la maison c'est comme ci, à l'école c'est comme ci. Ils sont déjà un peu conditionnés par tout un tas de règles qui les enferment en quelque sorte. Donc je dis pas que le cadre doit pas être fermé, évidemment il y a des règles à poser, mais on était parfois étonnés de toutes ces phrases qui popaient dans la conversation et qui avaient l'air si définitives pour eux. Comme s'il n'y avait pas de nuance, comme s'il n'y avait pas d'ouverture, comme si c'était comme ça et pas autrement. Donc on a beaucoup questionné, on a beaucoup mis du doute, et notamment quand il y en avait 3 qui pensaient la même chose,
j'allais voir un petit peu ce qui les faisait penser ça. Comment ils en étaient arrivés à penser ça. Est-ce qu'ils avaient des exemples où ça n'arrive pas? Est-ce qu'ils avaient des moments où c'était pas comme ça? Donc on allait chercher un peu cette notion de vérité, cette notion de c'est toujours comme ça, cette notion un peu d'universalité. On allait un peu titiller ça à une juste mesure, parce que c'était une fois de plus des élèves de grande section. Je pense que si vous faites ça dans une classe de CP, CE1, CM1, ça aura une dimension complètement différente. Mais on y reviendra plus tard, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Au niveau des bénéfices, on est aussi sur le côté argumenté et explicité. Ce côté décentré, pour les enfants, il est difficile à comprendre parce que pour eux, tout le monde pense comme lui. Donc il y avait des enfants qui arrivaient en disant c'est évident, c'est comme ça. Et se dire que l'autre peut penser autrement, c'est déjà une première étape avant de se dire mais comment je vais faire comprendre à l'autre que moi je ne pense pas pareil que lui. Et là ça met en lumière qu'il faut donc commencer à argumenter. Mais argumenter c'est pas facile quand on ne sait pas. Parce que sinon c'est tout de suite j'ai raison, t'as tort. Et ça c'est pas argumenter. On l'a bien vu là avec les élections, au lieu de casser du sucre sur le dos du candidat opposé, on peut nous expliquer ce qu'on pense. Donc ce sont des stratégies différentes, mais les enfants très tôt, ils sont confrontés au même choix. Est-ce que je débine l'opinion de l'autre en disant qu'il a tort, ou est-ce que j'essaye d'exprimer moi ce que je pense réellement pour éventuellement laisser entendre à l'autre qu'il y a d'autres façons de penser? Est-ce qu'on est là à l'atelier philosophie pour convaincre les autres qu'on a raison, ou est-ce qu'on est là juste pour exprimer que nous, on n'est pas d'accord avec ça et qu'on pense autrement? Et ça, c'est laissé à la libre appréciation et des gens qui vont animer ces ateliers philosophiques et aussi de certains enfants, parce que pour certains enfants, ça peut être assez insécurisant de se dire « mais en fait, personne ne pense pareil ». Et j'ai eu parfois des réflexions d'enfants qui disent « mais c'est difficile en fait parce que chacun pense quelque chose de différent ». Je fais « oui, tu as compris quelque chose d'important. Chaque personne que tu vas rencontrer dans ta journée peut penser différemment de toi. » Alors c'est à la fois insécurisant, mais à la fois c'est une richesse de se dire « ah, mais puisque personne n'est sûr de penser comme moi, ça m'autorise à être aussi qui je suis, comment je pense, et à exprimer en fonction de la personne en face de nous qui je suis au moment où j'ai envie de lui partager, si j'ai envie de lui partager. » Donc à la fois, il y a une petite période de vide, de vertige, de transition en se disant « mais en fait, personne ne pense comme moi en réalité. Peut-être que je suis la seule à penser ça. » Et donc les thèmes étaient construits pour alterner régulièrement des choses qui étaient plutôt où tout le monde va dans le même sens et des thèmes où c'était un peu plus divergent, notamment le thème sur l'argent qui a beaucoup fait rigoler les élèves et le thème sur le travail et sur l'amour, bien entendu. Donc j'en viens maintenant au thème parce que ça va être savoureux pour vous. Donc le premier thème qu'on utilisait en atelier philosophique, c'était le terme « être grand ». Donc j'arrivais avec ma grande feuille, avec ma pieuvre au milieu, et au milieu de la pieuvre, j'avais marqué « être grand » et en dessous, j'avais marqué « grandir ». Donc la première question que je leur posais, c'était « pour toi, qu'est-ce que c'est être grand ?» Et là, ça nous occupait déjà 10 bonnes minutes parce que pour eux, être grand, ça renvoie à plein de choses qu'ils ont entendues, à plein de choses qu'ils ont vécues, à plein de choses qu'ils ont ressenties. Mais parfois, ils comprennent ce que ça veut dire pour eux, mais ils n'arrivent pas toujours à l'expliquer, à le verbaliser. Donc ma tâche, c'était d'essayer de les aider à verbaliser, expliciter ce qu'ils avaient en tête quand ils pensaient au mot « être grand » et le mot « grandir ». Ensuite, il y avait une autre question qui est « à quel âge on est grand ?» Et là, ça divergeait beaucoup, suivant ceux qui avaient un grand frère, suivant ceux qui étaient enfants uniques, suivant ceux qui avaient déjà parlé de ça avec leurs parents ou pas du tout. Donc, pour toi, à quel âge on est grand? Et là, on partait dans d'autres considérations, parce que personne n'était d'accord. Donc ça, c'est vraiment une question où les avis étaient divergents. Ensuite, on avait la question, quand on est grand, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Donc là, il y avait plein d'avis différents. On peut conduire, on peut partir en vacances tout seul, on peut aller à Disneyland, on peut acheter des choses. Donc leur avis était très précieux parce qu'ils avaient tous des cadres de référence différents, ils avaient tous des vies différentes. Et pour eux, être grand, c'était un peu l'Eldorado, c'était un peu le paradis. Il y avait une liberté, une autonomie, des paillettes dans leurs yeux.
Et puis, la question suivante, c'était quand tu seras grand, qu'est-ce que tu voudras faire toi? Puisqu'on était dans un état idéal, donc il se projetait en disant, moi, quand je serai grand, quel que soit l'âge, du être grand, ça jouait pas forcément, et il commençait à émettre des projets, des rêves, des objectifs, plus ou moins réalisables, c'était pas la question, mais de se dire, un jour, on pourra faire des choses de grand. Et la dernière question, qui était un peu plus en métaconnaissance, c'est est-ce qu'il y a déjà des choses que tu as appris en grandissant? C'était de les faire se retourner sur quand tu étais petit, tu ne savais pas marcher, tu ne savais pas parler, tu ne venais pas à l'école. Et maintenant, est-ce que tu as déjà appris des choses? Et là, ils se rendaient compte qu'en fait, ils savaient faire plein de choses. Donc, en quelque sorte, ils étaient déjà le grand de quelqu'un. Donc quand il y avait un bébé à la maison, c'était plus facile pour eux de faire ce pont-là au niveau intellectuel, mais sinon ils se référaient aux petits frères et sœurs qu'on voyait dans la classe de temps en temps, et que eux maintenant ils savaient parler, ils savaient dessiner, ils savaient courir, sauter, lancer. Donc de voir un peu le chemin de vie qui les attendait, du tout bébé qui est dépendant, qui sait rien faire, jusqu'à être grand, faire tout seul, liberté, autonomie. Et vous voyez en ça que ça rejoint déjà l'arc-en-ciel des besoins sur l'envie de l'enfant de grandir, l'envie de l'enfant d'être autonome, d'explorer, de découvrir et de connaître qui il est pour savoir ce dont il est capable. Donc ça, c'est le premier thème que j'ai abordé en atelier philosophie. La semaine d'après, on abordait le thème de l'amitié. Qu'est-ce que c'est pour toi l'amitié? Comment on sait que c'est notre ami? Qu'est-ce qu'on aime faire avec notre ami? Est-ce que parfois il y a des disputes? Le thème des disputes, il était vraiment très intéressant parce qu'il y a des enfants qui disaient « Ah non, moi, quand mon ami est méchant, je lui parle plus jamais, je change d'amis. » Et puis, il y a d'autres enfants qui disaient « Bah non, si c'est mon ami, je vais essayer de discuter avec lui, on va essayer de se réconcilier. » Suivant les mots, suivant les attitudes, suivant les références familiales, il y a des enfants qui avaient déjà compris certaines choses sur l'amitié, que c'était pas toujours définitif, qu'il pouvait y avoir des disputes. Et la dernière question, c'était est-ce qu'on peut être ami avec n'importe qui? Est-ce qu'on peut être ami, par exemple, avec les amis de notre grand frère? Est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un du sexe opposé? Donc, je leur demandais aux petites filles, est-ce qu'on peut être ami avec un garçon? Aux garçons, est-ce qu'on peut être ami avec une fille? Et là, on avait des réponses très colorées, des réponses vraiment très différentes en fonction des groupes, puisque j'avais à peu près 3 groupes de philo par classe. Et donc, du groupe 1 au groupe 3, j'avais jamais les mêmes réponses. Et en moyenne section, c'était très clair pour eux qu'on pouvait être amis avec n'importe qui, des grands, des jeunes, des filles, des garçons, des qui habitent loin, des qui habitent pas loin, des qui parlent français, des qui parlent pas français. Et par contre, en grande section, ça commençait à se réduire en disant non, on peut pas trop être ami avec une fille quand on est un garçon. Et pareil, les filles me dirent non, on peut pas être trop ami avec un garçon quand on est une fille. Et je trouve ça très intéressant de voir qu'entre la moyenne section et la grande section, il y a déjà des choses qui se dessinent dans ce sens-là. Mais cette notion de l'amitié entre sexes différents, mine de rien, à 5 ans, il y a déjà des principes et il y a déjà des opinions qui sont ancrées. Si à la maison, vous avez envie de lancer cette conversation avec votre enfant, n'hésitez pas à vous mettre en écoute empathique, comme je vous dis dans l'épisode 56, et de voir ce que ça révèle chez lui et ce que ça peut évoquer chez lui, parce qu'il y a peut-être des surprises au bout du couloir. Vous me direz ça en message si vous avez envie de partager. Ensuite, le thème 3, on parlait du bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Si on voulait être plus heureux, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui rend heureux tes parents? Donc là, vraiment en question pour se décentrer. Ça veut dire qu'on n'a pas tous les mêmes raisons d'être heureux et on n'a pas tous les mêmes rêves d'être heureux. Et puis donc de se projeter, qu'est-ce qui te rendrait encore plus heureux quand tu seras grand, qui rejoignait un peu le thème de la première séance. Et quand on est malheureux, c'est quoi pour toi être malheureux? Là aussi, beaucoup de divergences entre les opinions des gens sur c'est quoi le malheur pour vous, puisque bonheur, malheur, c'est des notions très subjectives pour un enfant de 4 et 5 ans. Donc parfois, c'est vraiment quand mon frère prend mes jouets, je suis malheureux. Ça peut être des petits malheurs. Et puis, parfois, il y a des secrets aussi qui se lèvent. Quand mes parents se crient dessus, je suis malheureux. Et là, ça nous permet d'autres angles de discussion parce qu'ils ressentent quand même très fort des choses qui les affectent au quotidien et dont ils ne peuvent pas forcément parler, se confier ou s'ouvrir. Donc l'atelier philosophique, c'est aussi un moment où on a recueilli
des confidences qui pour le coup n'apparaissaient pas dans la pieuvre. La pieuvre à la fin donc le mind mapping à la fin de la séance, je relisais tout ça, c'était de manière anonyme, il y avait le nom des participants en haut, mais il n'y avait pas qui avait dit quoi. Et donc j'affichais la pieuvre dans le hall de la maternelle pour que les parents puissent savoir de quoi on avait parlé, quelles étaient les idées qui étaient arrivées dans la conversation, donc les idées possibles à lire, je ne mettais pas les idées qui étaient vraiment transgressives parce que je considère qu'en REP+, il y avait trop de polémiques sur certains sujets. Donc je mettais dans le mind mapping des avis lisibles, entendables et compréhensibles par les parents et les parents du REP+, sans révéler les confidences un peu borderline de certains enfants sur ce qu'il se passait à la maison ou ce qu'ils avaient compris de la vie, de la culture et de la religion aussi, parce qu'il y a eu certains dérapages en atelier philosophique qui étaient certainement pas à écrire sur la pieuvre du mind mapping. Et au niveau du bonheur, on arrivait donc à cette comparaison qu'il y a des moments malheureux, il y a des moments heureux dans notre journée, pareil dans notre vie, et qu'on a une grande partie de ressources pour essayer d'avoir plus de bonheur et tout ça. Et vous voyez à quel point ça rejoint aussi la notion de qualité et de connexion, sur quoi on peut passer du temps pour être plus heureux, quelles sont nos intentions et quels sont nos besoins. Ensuite, le 4e thème, on parlait de l'amour. Et là, il y a eu tellement de réponses aussi des enfants. Donc, c'est quoi pour toi l'amour ? À quoi ça sert ? Comment on sait qu'on est amoureux ? Est-ce que l'amour, ça dure longtemps ? Et donc, chacun évoquait soit ses expériences à lui, d'avoir eu un amoureux ou une amoureuse, de voir comment ça se passait pour les parents. Est-ce que l'amour dure longtemps ? Dans les histoires, oui. Et dans la réalité, ça parle divorce, ça parle assiette cassée, ça parle cri, ça parle papa sur le canapé, maman qui s'en va. Donc, il y a des éléments de leur vie qui affleuraient dans cette conversation. Ce qui était difficile à mettre en relation avec la notion d'amour, parce que pour eux, c'était du quotidien, c'était du vécu. Donc, c'était pas forcément à généraliser sur l'amour, c'est comme ça. Mais en tout cas, dans leur dossier amour, il y avait aussi cette partie, on peut se disputer, on n'est pas sûr que c'est pour toujours. Il y a le mariage, éventuellement, ou il n'y a pas le mariage. Donc, suivant les avis, suivant les cultures, leur notion du mariage était très différente. Donc des fois, on partait sur un quart d'heure de discussion sur à quoi ça sert le mariage. C'était très intéressant. Enfin, moi j'ai vraiment adoré ces années-là d'atelier philo, c'était fantastique. Et de se dire, à aucun moment, en fait, les enfants se disent « c'est la bonne réponse ». Il n'y a pas de bonne réponse. Et plus les enfants avaient des avis différents, et plus ils ressortaient de l'atelier philosophique en se disant « en fait, c'est même pas sûr. Rien n'est sûr, en fait ». Rien n'est sûr. L'amour, ça peut durer ou ça peut s'arrêter. On peut être amoureux et puis changer d'avis. On peut ne pas être amoureux. Il y a des enfants qui disent « non, moi je veux pas être amoureux ». Parce qu'ils avaient déjà associé que être amoureux, c'était pleurer, c'était crier, c'était se taper dessus, c'était être malheureux en fait. Donc pour eux, être amoureux rejoignait le thème de la semaine d'avant, de être heureux. C'est assez incroyable de voir qu'à 5 ans, ils ont déjà fait ces fils-là de liens et de relations. Donc ça peut être aussi des sujets à aborder en famille en disant qu'est-ce que tu connais de l'amour ? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ? Est-ce que tu as déjà été amoureux, amoureuse ? Tu crois que c'est quoi ? Tu crois que ça sert à quoi ? Tu connais des amoureux ? J'aimais bien aussi cette question-là parce que il y avait une petite fille qui m'a dit oui, ma grande sœur elle est amoureuse mais elle veut le dire à personne, elle l'a dit qu'à moi parce que elle dit que ça lui fait tellement du bien d'être amoureuse qu'elle veut pas le partager et elle le dit que à son amoureux. Et c'est des petites confidences aussi en disant que l'amour c'est une belle flamme, mais comme toute flamme il y a aussi des flammes qui peuvent brûler, qui peuvent faire mal, et que l'émotion d'amour, le sentiment d'amour, parce que ça rejoint quand même plusieurs émotions, l'amour parfois, c'est quelque chose dont les enfants n'ont qu'une toute petite bribe, dont une toute petite connaissance qui est liée à ce qu'ils vivent au quotidien, à ce qu'ils vivent à la maison, à ce qu'ils comprennent de tata, de la grand-mère, de tonton. Voilà, il y a des enfants qui sont très au clair en disant « non, ma grand-mère, elle a un nouveau chéri, mon grand-père, il habite plus avec ma grand-mère ». Pour certains dont on a donné la filiation, l'identité, qui ont été verbalisées, qui ont été explicitées, pour eux, c'est très clair. Et puis pour d'autres, quand je leur posais cette question-là, ça n'évoquait rien du tout. C'est un sujet
pour lequel ils n'avaient pas de pistes, ils n'avaient pas de mots. Alors sans doute qu'ils avaient des pensées et des idées, mais ce n'était pas encore abouti au point de pouvoir l'exprimer. Et donc j'avais régulièrement sur le thème de l'amour des enfants qui étaient en mode fermé, comme si c'était un sujet tabou, comme si c'était un sujet qu'ils n'avaient pas le droit d'aborder. Donc c'est un des thèmes qui a été le plus compliqué pour certaines personnes, de s'exprimer dessus comme s'il y avait un voile de non, on ne doit pas parler de ça. On ne doit pas parler de l'amour. Alors pourtant on parlait de l'amour, mais il y a certains enfants qui rapidement engageaient la conversation sur être tout nu, dormir ensemble, faire des bruits dans la chambre, donc parler de faire l'amour. Pour certains, faire l'amour, c'est clair, pour d'autres, pas du tout. Donc suivant les groupes, au fil des années, il y a eu des phrases qui ont été posées par les enfants, il y a eu des phrases que j'ai remis en forme parce que je ne pouvais pas laisser non plus passer n'importe quoi, mais suivant les groupes, c'était complètement différent, leur version de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça arrive? À quoi ça sert? Qu'est-ce que tu connais de tout ça? Qu'est-ce que tu as déjà entendu sur l'amour? C'est vraiment un thème qui est fascinant. On pourrait faire quasiment une année rien que sur ce thème-là. En tout cas, en grande section, ça pourrait occuper des heures et des heures. Ensuite, on avait un thème sur la peur, on avait un thème sur le travail, on avait un thème sur l'argent et on avait un thème sur l'école. À quoi ça sert? Je vois que la durée de cet épisode déjà qui est très très long. Donc le thème sur la peur nous a permis de voir à quel point ils avaient évolué déjà de leur petit âge. Parce qu'avant ils avaient très peur peut-être des fourmis, des chiens et que maintenant ça allait mieux. Donc on a fait tout ce chemin sur à quoi sert la peur, qu'est-ce qu'elle nous aide à faire. Elle nous aide à réagir, elle nous aide à ne pas nous laisser écraser ou ne pas nous laisser seuls dans un danger. Donc on a travaillé autour de la peur. L'atelier sur le travail était assez intéressant aussi parce qu'ils ont une notion du travail qui est assez floue. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est qu'un travail. Donc pour eux, moi je ne travaillais pas. Moi à l'école, ce n'était pas un travail. Il y a certains de leurs parents qui avaient un travail. Pour autant, ils ne savaient pas exactement en quoi ça consistait, pourquoi ils étaient à ce travail, pourquoi ils passaient autant d'heures à ce travail, à quoi ça sert d'avoir un travail, est-ce que ça nous aide, est-ce que ça nous plaît, est-ce que c'est que des galères et des contraintes. Donc on a eu par le prisme de leurs propres parents des phrases qui arrivaient en disant « Non mais le patron c'est un con, mon père il dit toujours ça ». Et voilà, ce sont des phrases héritées dont je parlais tout à l'heure, ce sont des phrases qui arrivent parce qu'elles sont souvent entendues à la maison et répétées, mais qui ne mettent pas forcément du sens sur pourquoi est-ce que papa a choisi ce travail-là. Est-ce qu'il a eu le choix? Est-ce qu'il est en galère financière? Est-ce que maman, elle voudrait travailler, mais avec les enfants à la maison, c'est compliqué? Est-ce que maman, elle a un super travail qu'elle adore? Il y a une petite fille, une fois, qui m'a dit « Ma mère, elle voulait toujours être pâtissière et là, elle travaille dans une boulangerie et elle est tellement heureuse parce qu'elle a réalisé son rêve. » Et voilà, les enfants, là, dans ce sens-là, ils ont compris à quel point c'était possible de s'épanouir aussi par le travail. Alors même si la REP+, c'était pas forcément le lieu où il y avait beaucoup d'émotions positives autour du travail, parce que c'était une zone assez défavorisée et où il y avait quelquefois vraiment des situations difficiles au niveau professionnel, au niveau du chômage et au niveau de la recherche d'emploi, une partie des enfants comprenait que la valeur travail, que la valeur accomplissement de soi pouvait aussi bien se faire par la famille, par les relations, par les amis, par éventuellement l'amour aussi, et aussi par le travail. Donc les thèmes de temps en temps sautaient les uns sur les autres en fonction des séances qu'on avait faites. Ils revenaient sur une situation quand on avait parlé de l'amitié, quand on avait parlé de l'amour, quand on avait parlé du bonheur, quand on avait parlé d'être grand. C'était intéressant aussi de voir leurs actions et leurs réflexions d'une séance à l'autre qui avaient pu évoluer sur un thème précédent. Et quand je leur proposais à la fin de la séance sur le travail de dire si eux, ils avaient déjà émis une envie, une réflexion, un projet, il y a des enfants qui étaient un petit peu amusés en fait de dire bah oui, moi je sais déjà ce que je veux faire. Et il y a d'autres enfants qui disaient mais pas du tout, nous on est des enfants, on n'a pas besoin de travailler, c'est pas pour nous le travail, nous on va aller à la grande école. Donc pour certains enfants de maternelle, le travail ce sera déjà la grande école. C'est difficile de se projeter dans le temps, ce qui est normal à 5 ans, de se dire quand on va grandir, on aura aussi un travail.
Quand on va grandir, on aura peut-être aussi un partenaire, on aura peut-être aussi des enfants. Pour certains enfants, à 4 ans, à 5 ans, tout ça est une zone qui n'existe pas. Tout ça est un continent qui n'est pas encore dans leur champ de vision. Et puis pour d'autres, complètement. Il y a déjà des enfants qui se disent bah oui, moi je serai infirmière parce que ma tata elle est infirmière et j'ai envie d'être infirmière comme ma tata. Donc c'est un projet qui va évoluer, c'est un projet qui a le mérite d'exister et c'est un espace où elles peuvent partager ce moment-là. Et sur le thème de l'argent aussi, donc l'argent c'est un sujet qui est un peu tabou aussi dans certaines familles, il y a des émotions associées qui sont assez difficiles pour certains enfants, on le voit très tôt. Quand ils entendent parler d'argent à la maison, ça peut les affecter au niveau sécurité et tout ça. Donc certains enfants étaient très au clair avec l'argent, ça sert à s'acheter des choses et à se faire plaisir. Mais parfois, quand il n'y en a plus, on peut être triste, on peut avoir peur. Peur de ne pas s'en sortir, peur de ne pas pouvoir manger correctement. Donc il y a certains enfants qui avaient déjà une notion de l'utilité de l'argent en lui-même, qui servait justement à se faire plaisir. Et puis pour d'autres enfants, l'argent, entre guillemets, n'existait pas. Ils n'avaient pas encore de référence auquel raccrocher la notion de l'argent. Donc pour ceux-là, ces enfants-là, c'était une initiation au fait que l'argent existait, que l'argent avait peut-être une utilité dans certaines familles aussi. Et ils repartaient de l'atelier en disant j'ai appris quelque chose que je n'avais jamais visité. Vraiment, c'est un nouveau continent pour eux de parler d'argent. Et puis le dernier thème sur apprendre. J'aimais bien finir le cycle d'atelier philosophie sur ce thème parce que ça mettait les enfants en position d'observateurs d'eux-mêmes et de leur demander, quand tu étais petit, on avait parlé de ça dans l'atelier sur grandir, tu avais des choses que tu ne savais pas encore faire. Qu'est-ce que là tu es en train d'apprendre cette année, donc chez les moyens ou chez les grands? Qu'est-ce que tu as déjà appris? Qu'est-ce que l'atelier philosophie t'a appris? Il y a des enfants qui ont dit j'ai appris à mieux expliquer ce que je pensais, j'ai appris à écouter les autres, j'ai appris à prendre du temps avant de répondre parce que c'est pas si évident que ça. Quand un enfant de 5 ans vous dit j'apprends à réfléchir avant de parler à 5 ans, je me dis qu'on a tellement de marge avec certains adolescents ou même certains adultes qui ne sont pas toujours capables de faire cet effort-là, de réfléchir avant de parler. Et j'en reviens à cette notion que si on leur donnait ces clés-là très jeunes, en maternelle, aussi bien sur leurs idées, leurs pensées, leurs émotions que leurs besoins, on ferait une génération consciente en fait d'eux-mêmes et consciente du monde qui les entoure. Donc c'est mon côté idéaliste qui revient. Ceux qui sont sur Clubhouse sont habitués. Je fais un coucou aux auditeurs de Clubhouse qui écoutent aussi le podcast parce qu'ils sont habitués à mes digressions sur l'état philosophique de l'éducation, notamment en France. Mais cette notion d'apprendre, je l'ai guidée aussi sur tout ce qu'ils vont apprendre bientôt. Donc ceux qui étaient en grande section, ils parlaient beaucoup du CP, ils vont apprendre à lire. Pour beaucoup de parents, lire c'est le Graal, c'est quasiment le bac, c'est quasiment l'emploi assuré. Et les enfants ressentent très tôt cette pression du apprendre à lire. Donc il y a déjà des enfants en grande section qui sentent qu'il y a une marche qui les attend en rentrant au CP. CP, c'est l'année de la lecture. Bon, je referai un épisode sur le CP et sur la lecture, mais c'était l'occasion en atelier philo de parler un petit peu de ça. Et on clôturait le cycle par une séance de réflexion sur qu'est-ce que ça leur avait apporté cet atelier philosophique, comment ils s'étaient sentis, comment ils pourraient l'expliquer à ceux qui n'étaient pas encore passés, parce que comme il y avait 3 groupes dans l'année ou qu'il y avait l'autre classe qui passait pas toujours dans le même ordre, je leur disais si vous expliquiez à la classe d'à côté ce que c'est un atelier philosophique, qu'est-ce que vous diriez? Et j'avais vraiment des réponses trop mignonnes d'enfants qui disaient ça permet d'expliquer ce qu'on a dans la tête, ça permet d'entendre que ma copine elle pense pas comme moi. Et c'est vraiment un projet qui était fabuleux pour moi, qui prenait tout son sens en tant que transmission et en tant que valeur et intégrité. Donc je ne peux que vous conseiller, et si vous avez envie de le mettre en place dans votre classe, je pourrais éventuellement vous aider, contactez-moi parce que j'ai adoré le mettre en place. Et la jeune fille qui faisait un mémoire sur l'utilisation de la philosophie en maternelle, elle nous avait suivi plusieurs séances avant de rendre son mémoire. Et elle a dit qu'elle était fascinée par ce qu'on avait réussi à mettre en place dans cette école. Et je lui dis, mais tu vois, c'est faisable, c'est possible, c'est utile, les enfants sont ravis, moi j'adore ça.
Il y a quelques collègues en élémentaire qui ont essayé de l'installer aussi, et puis qui ont vu que c'était difficile en fait de préserver le temps de l'atelier philo par rapport à toutes les demandes, notamment institutionnelles, sur telle et telle compétence. Et pourtant, c'est tellement transversal et ça touche à tellement de domaines que ça pourrait être priorisé aussi sur d'autres matières, mais c'est un autre débat. Donc pourquoi je le faisais? Moi, principalement, je le faisais pour apporter à chaque enfant une liberté individuelle de penser ce qu'ils pensaient eux, donc pas ce que pense le copain, pas forcément ce que pense papa-maman. Des fois, ils restaient complètement focus et corporate avec ce que pensait papa-maman. Je leur dis, mais bien sûr, tu peux penser comme papa-maman, il n'y a aucun souci. Mon but, c'était pas de dire tu dois pas penser comme papa-maman. Mon but, c'était de les intéresser à l'idée que, déjà, peut-être que papa ne pense pas pareil que maman, et que peut-être que toi, tu ne penses pas comme eux. Peut-être que tu penses comme eux. C'est ouvrir la porte sans dire vas-y, n'y va pas, reste là ou change de pièce. C'est vraiment ouvrir une dimension sur la liberté de penser de chacun. Ça leur permettait beaucoup d'intimité et de confidentialité. Ça leur permettait vraiment de comprendre qu'ils avaient une force intérieure, mais inarrêtable, inestimable, la force de penser ce qu'on veut, de croire ce qu'on veut et de, si on veut, l'exprimer ou pas. Il y a des enfants qui ont passé tout le cycle, donc les 9 séances, sans parler. C'est déjà arrivé sur les 10 ans d'atelier philo. Et il n'y avait aucun problème avec ça. On peut très bien faire un atelier philosophique où on écoute. Pourquoi pas? Je pense que c'est les enfants qui n'ont pas voulu parler à l'atelier philosophie. Ils en ont retiré beaucoup de bénéfices, néanmoins, mais ils n'étaient pas prêts à expliquer tout ce que ça faisait en eux. Ils n'étaient pas encore capables de poser les mots sur tout ce que ça faisait en eux. Je ne les ai pas revus quelques années après, mais pour ceux que j'ai revus, notamment dans le couloir avec l'élémentaire, il y en a beaucoup qui m'ont dit mais on se rappelle de vous, maîtresse, avec les ateliers philo, mais on avait adoré ça, le thème sur le bonheur. On avait fait toute une séance sur Disneyland. Est-ce que Disneyland c'est le bonheur ou pas? C'était vraiment très drôle parce qu'ils avaient des avis à l'époque qui ont évolué. Quand je les retrouvais des fois dans la cour ou à l'étude, c'était fascinant de voir à quel point ça les avait marqués parce que cet espace d'écoute et d'autonomie, ils l'ont vécu de l'intérieur en se disant mais j'ai le droit d'avoir mes opinions, j'ai le droit d'avoir mon avis, j'ai le droit de penser différemment et j'ai le droit de l'exprimer si je veux. Donc moi mon objectif c'était vraiment ça, de leur donner cette impression qu'ils ont un pouvoir intérieur de penser, de s'exprimer et de formuler ça, non pas par principe parce que tout le monde pense comme eux, mais au contraire de se dire mes pensées, mes opinions, mes avis, c'est précieux, c'est personnel, et je peux les exprimer si j'ai envie de prendre ma place, d'interagir, de trouver un nouvel ami, d'aller en stage. Je peux donner mon avis et mon opinion. Et en élémentaire, ce qu'on voit maintenant beaucoup apparaître dans certains thèmes autour des ateliers philosophie, c'est que les collègues s'en emparent pour parler aussi de thèmes un peu plus tabous, comme la rumeur, le harcèlement, le consentement. Et c'est une manière aussi d'affirmer que ce que les autres croient n'est pas forcément ma vérité, de ce que l'autre va penser si j'agis comme ça, est-ce que je me suis posé la question avant d'agir? Donc ça permet un angle différent en élémentaire, ça permet aussi de parler de la manipulation des mots, de la politique, pourquoi pas, du marketing, de la publicité, de dire que les mots, ça peut être se révéler soi, exprimer soi, mais les mots, ils peuvent aussi utiliser pour d'autres fonctions, des mots pour vendre, des mots pour soumettre, des mots pour convaincre, et que en bonne élève éclairée de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, on peut se poser la question, le message que j'entends de l'autre, est-ce qu'il est gratuit? Est-ce qu'il est horizontal? Ou est-ce que le message de l'autre, il est là pour me faire croire que j'ai pas le choix, pour me poser en victime, pour me faire acheter, pour me manipuler ou pas? Et cette conscience éclairée de la portée des messages des autres autour de nous, mais même que ce soit notre père, notre sœur, notre voisin, notre patron, tous les messages qu'on reçoit chaque jour peuvent être reconsidérés à la lumière d'un atelier philosophique en disant ce que l'autre me dit, c'est son avis, c'est son opinion, c'est sa demande à lui. Peut-être que je ne pense pas comme lui, peut-être que je ne suis pas dans la même énergie que lui ou la même intention que lui. Donc pour moi, c'était une occasion de révéler à chaque enfant qu'il avait un potentiel énorme par le langage, par la
perception du monde extérieur et sa propre pensée. Et l'esprit critique dont certains manquent, je trouve actuellement, même si c'est une forme de jugement, j'assume complètement, je trouve que certains élèves, au collège notamment, déjà en élémentaire, ont un sens critique qui est déjà très altéré. Comme si on devait penser comme son copain tout le temps, comme si on devait penser comme le quartier, comme si on devait penser tous comme la même culture d'origine, comme la même religion d'origine. J'invite tout le monde à mettre en perspective tous les dogmes, toutes les croyances qu'on a reçues de manière héritée, de manière éducative, de manière scolaire, bien sûr, de manière culturelle, en se disant, oui, j'ai entendu tous ces avis-là, j'ai entendu toutes ces opinions, j'ai entendu peut-être tous ces dictats extérieurs ou toutes ces lois, mais qu'est-ce que j'en pense? Comment je le ressens? Qu'est-ce que je fais de toutes ces informations? Est-ce que je les garde et je les applique sans réfléchir? Ou est-ce que je me les approprie et je me dis, j'ai envie de réagir à telle ou telle opinion différemment, sans forcément m'affirmer, mais sans non plus m'écraser. Et donc ça donnerait lieu pour moi à une continuité dans l'apprentissage, de continuer les ateliers philosophie en élémentaire, au collège, peut-être même au lycée, de continuer à faire des cafés citoyens, de faire des ateliers de discussion entre adultes. Et c'est en ça que Clubhouse m'a autant plu au début, parce que je voyais presque ça comme un atelier philosophique, où on posait le thème à l'entrée de la room, et puis chacun venait discuter de ce qu'il pensait, donner son avis, son opinion. Moi, je ne pense pas ça, toi, qu'est-ce que tu en penses? Sur quel élément tu te bases pour penser ça, pour dire ça? Et j'ai retrouvé sur Clubhouse cette même énergie que j'avais avec les élèves en atelier philosophique. Ça veut dire cette horizontalité de tu viens comme tu es, tu viens avec tes idées, tes opinions. Peut-être que je ne serai pas du tout d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est arrivé plusieurs fois dans les rooms et il y a certains replays qui sont encore en ligne. Je les ai laissés volontairement. J'ai eu 3 ou 4 rooms où des personnes sont arrivées dans la salle et ont pris assez violemment à partie soit quelqu'un qui parlait déjà dans la room, soit le thème directement que j'abordais. Et dans leur manière d'arriver dans la room et de proclamer en quelque sorte que c'était la seule façon de voir et qu'il n'y avait pas d'autre solution, j'ai pu mettre en place déjà toute mon écoute empathique que de l'épisode de la semaine dernière, et surtout essayer de reformuler en disant mais pourquoi est-ce que ce serait le seul avis possible? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a que cette façon de faire sur ce thème précis-là? De la même manière que certains parents dans ma classe me disaient mais je n'ai pas le choix, c'est comme ça, ou je n'ai pas d'autre solution, je ne sais pas faire autrement. Donc j'invite tout le monde à se dire, il y a peut-être d'autres façons de penser, il y a peut-être d'autres angles, pas pour changer d'avis, le but c'est pas qu'on change d'avis tout le temps, mais pour se dire, tiens, si un jour j'ai envie d'évoluer sur ce sujet, comme ça a été le cas notamment de la violence éducative ordinaire, des fessées, des claques, des punitions et des règles sur les doigts qu'on mettait ou du martinet en famille, tout ça a évolué petit à petit vers il y a d'autres possibilités d'élever un enfant. Il y a d'autres solutions d'éduquer et de faire classe sans taper les élèves, sans les mettre au coin avec un bonnet d'âne, sans les mettre à genoux sur une règle en bois. Le côté évolutif, le côté croissance de notre cerveau, le côté mise à jour de nos connaissances, que ce soit scientifique, que ce soit sur le coucher des bébés, que ce soit sur l'alimentation, sur l'équilibre relationnel, tout ça, ça évolue constamment. Je pense que si on apprenait aux enfants que les idées, les opinions, les avis peuvent changer d'une semaine sur l'autre, d'une année sur l'autre, et qu'on peut s'autoriser à avoir des idées différentes de celles qu'on avait avant, ça libérait une partie des enfants, peut-être des parents aussi, je le crois fermement parce que les mamans que j'accompagne m'ont déjà donné ce retour-là, en me disant « tu nous as permis de changer d'avis, de changer d'opinion, parce qu'aussi tu nous as donné des outils et des pistes. » Il ne s'agit pas de se dire « il y a sûrement d'autres avis, mais je ne m'y intéresse pas. » C'est accueillir l'avis de l'autre, les outils de l'autre en se disant « est-ce que j'ai envie de me les approprier ou pas? Est-ce que j'ai envie de les essayer ou pas ?» Et de me dire « l'autre, elle fait comme elle veut, elle a essayé ça, j'ai pas envie de faire pareil. » Je reste dans mon habitude, dans mon rituel, et j'ai le droit. Et vous avez absolument le droit de rester exactement dans vos avis, dans vos opinions, dans vos outils et dans vos fonctionnements.
Et ce que j'aimais juste faire avec les enfants, c'est de se dire, il y a une autre palette de couleurs ailleurs. Toutes les familles n'élèvent pas leurs enfants pareil, toutes les maisons ne se ressemblent pas, tous les métiers ne se ressemblent pas, et vous allez au cours de votre vie, même avec les enseignants, même avec les professeurs de sport, même avec le théâtre, même avec les activités que vous allez choisir, vous allez élargir votre champ de réflexion, d'avis et d'opinion. Prenez ce qui vous plaît, gardez-le. Ce qui ne vous plaît pas, triez-le et remettez-les aux autres en vous disant je n'ai pas envie de réfléchir comme toi, mais j'entends que tu puisses réfléchir différemment de moi. Et ça évitera aussi de croire que les émotions viennent de la pensée des autres. La plupart du temps, ce que les autres viennent titiller en nous, c'est peut-être quelque chose qu'on n'avait pas voulu observer nous-mêmes en nous. Alors je reboucle pas sur ce sujet parce que sinon on n'est pas sorti. Je vous ai dit donc que l'enfant soit autonome, que l'enfant puisse se donner à lui-même ce dont il a besoin, donc puisse se créer lui-même ses temps de qualité en fonction de ses émotions. Ça permet aussi l'atelier philosophique des fois de démonter un peu des clichés ou des croyances qui ont la vie dure, que ce soit sur les hommes et les femmes, que ce soit sur l'argent aussi, sur le travail. Ça nous a permis de voir qu'il y a quand même des enfants qui disaient non, les mamans, elles sont pas là pour aller travailler, elles sont là pour s'occuper des enfants. Donc c'était des sujets aussi qui étaient importants d'aborder en atelier philosophie en disant une maman, si elle a envie, elle peut quand même trouver un travail si ça lui fait du bien. Que ça demande de l'organisation, ça demande peut-être une garde, une nounou ou un périscolaire, mais que le travail est aussi une source d'accomplissement. Donc ces petites notions, ces petites graines que j'ai plantées tout au long des ateliers philosophie, sur ces 10 ans, moi je suis vraiment très contente d'avoir pu le mettre en place. J'ai adoré le mener. Je propose à tous ceux qui veulent l'installer de me contacter s'ils le veulent. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que en faisant passer indirectement ces messages-là de ton avis compte pour moi, ton opinion compte pour moi, donne-moi ce que tu as dans la tête à ce moment-là et on va pas te juger, on va juste voir ce que tu penses, dis-nous ce que tu penses. Ça libérait beaucoup les enfants du droit d'avoir un avis et une opinion. Il y a une fois un petit garçon qui m'a dit mais on m'a jamais demandé ce que je pense. C'est la première fois dans l'atelier philosophique qu'on me demande ce que je pense. À la maison, personne ne me demande ce que je pense. Et j'ai essayé ce jour-là de ne pas montrer mon émotion, mais clairement, c'est le genre de choses qui m'ont fait partir sur les outils que je vous présente maintenant, notamment de la cheminée des émotions et des besoins. Parce qu'en fait, que ce petit garçon me dise « j'ai besoin de venir à l'atelier philosophie pour dire que j'ai un avis sur le monde et un avis sur les choses », ça m'a fait tellement de peine en fait, que je me suis dit « c'est pas du tout lui en fait qui comprend pas la vie, c'est on ne donne pas aux parents des outils et des références en fait sur les besoins de l'enfant suffisamment pour que cette famille-là, que je ne vais pas juger, mais cette famille-là ne voit peut-être pas à quel point le petit garçon aimerait être entendu, aimerait être interrogé sur son opinion et son avis. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle ou qui vous touche à ce moment où vous m'écoutez, mais moi ce jour-là ça m'a beaucoup touchée que certains enfants ne trouvent que le moyen de l'atelier philosophie pour dire j'ai un avis et j'ai une opinion. Très régulièrement dans les rooms et les épisodes, je vous propose d'engager la discussion avec vos enfants sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie, ce qui leur fait plaisir, parce que ça affine leurs choix, ça affine leurs opinions, et plus tard ils en auront besoin pour trouver ce qui leur va dans la vie, quand ils seront plus à la maison avec nous, quand ils vont prendre leur envol, ils auront besoin de savoir ce qu'ils ont comme avis, ce qu'ils pensent. Sinon, le risque c'est de se référer à plus fort que soi et de se cacher sous l'aile de quelqu'un d'autre, donc un dirigeant, un patron, un responsable d'assaut qui pensera à leur place. Donc formons nos enfants et nos élèves à la pensée critique pour que plus tard ils se sentent vraiment autonomes et libres eux-mêmes sans se mettre à la botte de quelqu'un qui va penser pour eux. Ça me paraît très important parce que c'est déjà difficile de vivre sa vie quand on a des idées et des opinions, et je crois que c'est encore plus difficile de vivre sa vie en étant ballotté par les opinions des autres en croyant qu'ils ont raison pour nous-mêmes. Je ne crois pas que les autres puissent comprendre nos propres émotions et nos propres besoins. On est les seuls à pouvoir agir et poser des actions qui soient
aligné en quelque sorte avec ce qu'on ressent. Et si on se réfère toujours à l'opinion des autres ou l'avis des autres, eh bien on se décentre complètement et on perd le fil de notre propre vie. Je vous en parlais dans l'épisode 41 sur le regard des autres, qu'en complément de cet épisode qui est très long, je m'en excuse, je suis en train de regarder l'heure, il a dépassé 1 heure cet épisode, désolé, de se dire le regard des autres, il est d'autant plus fort sur moi que je ne sais pas ce que je veux et ce que je pense, et ce dont j'ai besoin et ce que je ressens. Donc en complément de cet épisode sur l'atelier philosophique, je vous invite à réécouter peut-être celui sur l'écoute empathique, donc le 56, éventuellement celui sur le regard des autres, le 41, et de voir à quel point nous, quand on donne notre avis et notre opinion, est-ce qu'elle est écoutée, et nos enfants, quand ils donnent leur avis ou leur opinion, est-ce qu'elles sont écoutées, non pas contrôlées, rabaissées, jugées, mais juste écoutées. Donc c'est une invitation, je ne suis pas dans le « vous le faites déjà » ou « vous le faites pas déjà », c'est juste une prise de conscience sur « on aimerait donner notre avis », quand il nous est demandé, mais en vrai, est-ce qu'on nous demande notre avis régulièrement, autre que pour remplir des sondages ou des propositions marketing? Est-ce que beaucoup de gens autour de nous nous demandent notre avis et notre opinion de manière désintéressée? Voilà, je vais essayer de clôturer cet épisode parce que je pourrais enchaîner pendant des heures et des heures. Ces ateliers, ça permet aussi de sortir éventuellement du cadre établi pour nous en tant qu'institution. On demande beaucoup aux enfants d'appliquer des règles, de faire comme ceci ou de faire comme cela, comme s'il n'y avait qu'une seule voie. C'est très descendant à l'institution de l'éducation nationale, et je ne dis pas ça que parce que j'en suis partie, mais on demande quand même aux élèves d'être, entre guillemets, des bons soldats et d'appliquer. L'atelier philosophique, pour moi, est une arme complémentaire pour ne pas forcer nos enfants à juste être des soldats et juste être des exécutants, mais qu'ils prennent enfin la mesure et la maîtrise de ce qu'ils veulent faire réellement. Alors, je ne critique pas le fait que les soldats ont un sens et un but, c'est juste qu'on peut avoir aussi un sens critique, remettre en question de temps en temps l'ordre établi, s'il nous paraît notamment injuste ou débordant ou totalitaire, et l'actualité évidemment rentre en ligne de compte. Petit bémol aussi, j'ai noté que pour installer un atelier philosophique, il a fallu beaucoup verbaliser déjà avec l'équipe enseignante et aussi verbaliser avec les parents de ma classe pour leur donner le goût et les bénéfices de cet atelier pour leurs enfants. C'était une activité facultative. Il y a des familles qui ont refusé que leur enfant participe à l'atelier philosophique. Donc pour certains, c'était une question d'horaire, ça ne les arrangeait pas parce qu'il fallait revenir chercher l'enfant après l'atelier philosophique. Donc ça, je comprends tout à fait. Et puis pour certains, il y a eu un refus parce que l'atelier philosophique pouvait être perçu comme « vous allez mettre dans la tête de mon enfant des informations dont je ne serais pas informée ». Comme si je pouvais éventuellement orienter la pensée de l'élève d'une manière qui pourrait déplaire aux parents en question. Et j'entends cette question comme étant complètement légitime parce qu'il y a une stratégie d'influence, justement, dont on parlait avant sur l'éducation nationale, met dans la tête des enfants des connaissances, des compétences, mais aussi quelque part des injonctions à « tu dois faire » ou « c'est comme ça qu'on est heureux, intelligent et diplômé ». Et j'entends tout à fait que l'atelier philosophique, aider les enfants à avoir un sens critique, peut être inconfortable pour des parents, notamment parce que ça remettrait peut-être en question l'ordre établi dans l'éducation menée à la maison. Et j'entends complètement ça parce que je pense qu'à une certaine époque, j'aurais aussi été méfiante par rapport à ça, parce que j'étais tellement en insécurité moi-même avec l'éducation que je donnais à ma grande fille, que si ma grande fille s'était approprié le droit de donner son avis et son opinion sur tous les sujets à la maison, je pense que moi je me serais sentie débordée, qu'elle puisse avoir une réflexion autonome et libérée à ce point-là, parce que ça m'aurait forcé moi, en tant que maman, à remettre en question toute mon organisation éducative établie. Et en ce sens-là, l'atelier philosophique, ça peut faire vraiment un effet boule de neige, parce que si l'enfant se met à réfléchir, à donner son avis,
Et bien pour nous, parents, ça peut être très confrontant, parce qu'ils vont mettre ça avec une telle logique et une telle cohérence avec leur petite vision du monde, que parfois on va se dire « Waouh, j'avais pas réfléchi à ça, c'est une bonne question, on va y réfléchir ensemble », et ça demande quelque part une certaine humilité et une certaine vulnérabilité que moi-même à une époque j'étais pas capable de faire et que maintenant j'accepte beaucoup plus volontiers parce que je sens à quel point la perfection est inutile et inatteignable et que notre enfant, quand il donne son avis ou son opinion, ça reste une information à prendre en compte pour réajuster ce qu'on pense justement de la vie, de notre façon de l'éduquer et même de son avenir. Parce que s'il pense ça maintenant, notre enfant, s'il arrive en déboulant dans la cuisine et qu'il dit brillamment bah écoute, moi j'ai décidé que maintenant je mangeais plus de viande, c'est un avis, c'est une opinion, ça va nous confronter peut-être, puisque nous on n'était pas dans cet esprit-là ou cet avis-là, mais c'est une étape qui va pouvoir nous permettre de réfléchir ensemble, d'écouter ensemble, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi tu penses ça, qu'est-ce qui t'a amené à penser ça, comment tu vas le mettre en place, est-ce que tu auras besoin d'accompagnement, est-ce que tu veux le faire tout seul. Donc tout ça, ce seront des sujets d'échange qui vont certes nous faire vaciller peut-être dans nos convictions personnelles de parents, mais qui sont un sujet de la vie réelle, une manière de voir l'impermanence constante de la parentalité qu'on est en train de faire avec nos enfants. Alors, je salue ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants qui ne parlent pas encore et pour lesquels tout ça, ça va être un peu abstrait. Mais imaginez votre enfant à 7-8 ans quand il va avoir des avis très tranchés sur « lui, c'est plus mon copain parce qu'il ne voulait pas venir à mon anniversaire ». Bah, à ce moment-là, l'esprit critique, l'écoute empathique et le fait de considérer que son opinion à ce moment-là est légitime, ça peut lui donner tout son sens pour évoluer ensuite vers une autre opinion. Alors que si on lui dit tout de suite « mais non, tu penseras plus à demain, arrête de dire ça, c'est pas vrai, c'est faux », on repart dans une négation de son émotion, de son sentiment, de son besoin, et même de son avis et de sa capacité de discerner finalement son opinion, et ça ne lui rend peut-être pas service à ce moment-là. Alors que l'accueillir dans ce qu'il dit aujourd'hui, dans son opinion d'aujourd'hui, peut le libérer de la pression d'avoir toujours un avis définitif et irrévocable. Il n'y a rien d'irrévocable dans les idées, dans les notions, dans les connaissances, que ce soit en parentalité, en éducation ou dans bien d'autres domaines. À part quelques lois scientifiques, il n'y a pas grand-chose d'irrévocable. Donc n'hésitez pas à provoquer des petits débats philosophiques ensemble. Ça a été un des post-it zen aussi que je partage sur les réseaux sociaux. C'est aussi une room qu'on avait faite dans le club éducation et dans le club des petits plus zen. Moi, je trouve ça vraiment passionnant à titre d'enseignante et à titre de maman d'écouter les avis de mes filles parce que c'est toujours un angle rafraîchissant puisqu'elles n'ont pas du tout la même manière de voir la vie que moi du haut de mon expérience personnelle et c'est sans doute le cas puisqu'une génération nous sépare quoi qu'il arrive de nos enfants. On n'a pas du tout les mêmes œillères et les mêmes lunettes de filtre de la réalité et que même si ça peut nous faire peur leur opinion passagère, rien ne nous dit que cette opinion va rester, ils vont pouvoir évoluer, et si jamais il reste sur son opinion, peut-être, je ne sais pas, quelque chose d'un peu divergent du genre aller habiter au Pérou pendant 1 an, cet avis, cette opinion que ce qui est bon pour lui peut nous emmener vers une autre voie de découverte de la relation, peut nous emmener vers d'autres organisations parentales, familiales et peut-être professionnelles aussi, qui sait, mais nos avis et nos opinions, comme on sait qu'elles voudraient compter dans la vie de nos enfants, essayons de faire la même démarche de leur part aussi, d'écouter leurs avis et leurs opinions également, dès qu'ils sont tout petits, non pas pour les laisser tout décider, mais au moins pour les laisser exprimer leurs avis et leurs opinions. Je me tais, je me tais. Merci beaucoup pour toutes vos écoutes, pour vos partages et pour vos messages privés. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas. Si vous aimez ce podcast, les notions des petits plus zen, n'hésitez pas à partager.
les liens que je vous donne, ou les visuels, ou les publications, et à mettre 5 étoiles sur les plateformes où c'est possible. J'adore parler de tout ça avec vous. J'ai beaucoup de retours des mamans aussi qui me disent que ça a fait beaucoup de changements et de transformations dans leur vie. Donc merci à tous de diffuser mes messages et je vous donne un rendez-vous très bientôt. Au revoir. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cet épisode vous a été utile. J'espère que vous avez trouvé des pistes intéressantes. Je serais curieuse de savoir laquelle a résonné le plus pour vous, laquelle vous a donné envie de passer à l'action peut-être, pour aller encore plus loin sur ces questions, pour vraiment trouver ce qui nourrit tes besoins à toi et tes émotions dans ta cheminée des émotions à toi. Quand tu écoutes cet épisode, tu peux participer et candidater pour acheter le programme en ligne. J'ai hâte de t'accompagner à apaiser tes émotions et à retrouver de la joie et de la sérénité en famille. Tu trouveras tous les éléments pour t'inscrire dans la bio ou alors sur Instagram et Facebook. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.